Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Débat sur Médien TV. Tout de suite, l'édito. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe, une mesure anti-dumping visant les produits de textile turcs. Cette mesure fut pourtant longtemps réclamée par les professionnels du secteur. Le ministère de l'Industrie et du Commerce semble enfin répondre aux doléances de nos textiliens, prenant la décision de rétablir le droit de douane sur t-shirts, dentelles, tapis ou autres produits made in Turquie. Le Maroc prend ainsi le taureau par les cornes et s'aligne sur des normes que nos fournisseurs n'hésitent pas à appliquer pour mieux protéger leurs propres industries. Mesures de sauvegarde, anti-dumping, voire même de protectionnisme selon certains. Une large partie, en tout cas des industriels, a applaudi cette décision qui n'est toutefois que provisoire et qui n'est que l'application d'articles que comporte l'accord de libre-échange signé entre Rabat et Ankara. Signé donc en 2006, cet accord penche largement du côté turc puisque le Maroc a importé l'équivalent de 18 milliards de dollars alors qu'il n'a exporté que 7 milliards et demi. Le Maroc, via l'arrêté émanant des ministères de l'économie et celui du commerce et de l'industrie, tente ainsi de rétablir une équité. Alors quel impact cette mesure pourrait-elle avoir sur les importateurs en produits en provenance de Turquie et quel effet sur les engagements internationaux du Royaume? Et pour le textile, il n'y a pas que la concurrence turque. Outre le Bangladesh et le Vietnam, il y a une autre menace qui pèse aussi sur le moral des industriels, la contrebande. Et bien que ces exportations marchent et ont la côte, le marché local peine, lui, à remonter la pente. Comment sortir du gouffre? Un secteur qui emploie quand même le tiers de la main-d'œuvre industrielle dans notre pays. Élément de réponse ce soir en compagnie de mes invités. Tout d'abord, le représentant des industriels marocains en textile et habillement, Mohamed Tazi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En face, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Union nationale des petits et moyens exportateurs et importateurs au Maroc, Abdelhafed Fahmi. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir madame. Et puis pour en savoir un peu plus sur tout ce qui est question relative au commerce international et pour mieux comprendre les enjeux des accords de libre-échange, mais aussi de l'économie d'entreprise, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Ahmed Azirar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Donc vous êtes professeur à l'ISCAE, également président fondateur de l'Association des économistes d'entreprise. Bienvenue encore une fois. Merci bien. Alors, bon, le fait d'actualité dont tout le monde parle, même sous la coupole de notre Parlement, il s'agit de ce droit de douane qui vient d'être rétabli à hauteur de 90% du taux fixé dans le cadre du droit commun sur un certain nombre de produits en provenance donc de Turquie. Que signifie exactement cette mesure, Mohamed Tazi? Bien, merci de m'inviter à ce débat, donc pour éclairer un peu davantage sur les motivations de cette mesure. Alors, je voudrais, par rapport au préambule, j'ai entendu un terme qui me semble inapproprié. On ne parle pas de mesures de défense commerciale, l'anti-dumping, l'anti-subvention ou la sauvegarde. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une mesure dans le cadre du respect de l'application de l'accord entre le Maroc et la Turquie. Donc ce n'est absolument pas une remise en question de l'accord, mais il s'agit d'une application. C'est un réajustement, c'est un réajustement de deux articles qui sont prévus, en l'occurrence le 17 et le 22. Donc ces deux articles, il faut peut-être les préciser, qui disent moyennant l'observation d'un certain nombre de conditions. Et on va voir que ces conditions sont réunies. Chacune des deux parties, le Maroc comme la Turquie, pourrait mettre en place des mesures d'ajustement provisoires, donc qui n'ont pas un caractère temporel très long. Voilà. Alors, on est en train, la précision que je voulais apporter, c'est que nous sommes dans un État souverain, responsable. L'AMIT a préparé un dossier solide, abondamment argumenté, donc il a présenté au pouvoir public, qui ont jugé que, sur la base des arguments apportés, la mise en place de mesures conservatoires provisoires s'imposait. Nous saluons véritablement cette mise en place, ce courage, parce qu'il fallait l'avoir, mais véritablement la situation a donc demandé
qu'on prenne des dispositifs. Alors encore une fois, on n'est pas dans le cadre d'un combat textile turc, textile marocain. Donc nous sommes dans on pourrait le percevoir comme ça de l'autre côté, ceci dit. En fait, l'enjeu est beaucoup plus important. Vous avez évoqué, en plantant le décor, la situation catastrophique que vit l'industrie textile au niveau de son marché local, qui est vital. Nous allons revenir à cette étude, justement, que l'AMIT, que l'Association marocaine des industriels du textile et de l'habillement, a commandée, en tout cas, qui n'a toujours pas été publiée, en tout cas publiquement. Cette étude qui a prouvé qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans le secteur, et notamment peut-être à cause aussi d'une concurrence déloyale. Juste pour revenir à cette mesure d'ajustement transitoire, professeur Azirar, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on revient un peu sur des termes d'un accord de libre-échange ou, comme vient de l'évoquer Mohamed Tazi, il s'agit juste d'appliquer cet accord, chose qui n'a pas été faite depuis plus d'une décennie aujourd'hui? Non, il s'agit véritablement d'un accord de libre-échange qui a été librement passé en deux pays et qui prévoit un certain nombre de conditions de sa bonne exécution. Et dans le cadre de cette bonne exécution, il y a effectivement aussi des dispositions qui prévoient qu'en cas d'égard par rapport à ces conditions, il y a des mesures transitoires qui peuvent être prises par l'un ou l'autre des pays. C'est le cas ici. Donc il ne s'agit pas du tout d'une bombe, comme vous avez dit. En tout cas, parce qu'elle n'a pas vraiment été... elle a créé la surprise, c'est le cas de le dire. Les gens ont été surpris, moi-même, qui suis journaliste, quand j'ai lu que cet arrêté du ministère, ça m'a surpris, parce que c'est venu d'une manière assez impromptue. Ce sont des choses tout à fait naturelles, et donc les pays développés sont les grands utilisateurs justement de ces manières de faire. Ils défendent leurs intérêts, et c'est le cas ici. Donc le Maroc a vu effectivement, après analyse de 4 années d'évolution de son commerce extérieur textile à l'égard de la Turquie, il a vu un déferlement des importations, donc qui ont certaines années même dépassé à 300%. Donc en moyenne sur 4 ans, c'est à peu près, comme ça a été évalué officiellement, à 175%. C'est une évolution qui est quand même très conséquente et qui a créé des difficultés à un ensemble d'entreprises. Et d'entreprises qui produisent localement, donc qui sont sur le marché local, qui ont un emploi, qui ont bien sûr, et qui sont en situation de restructuration. Et puis pour relativiser, il s'agit de mesures très ponctuelles, donc elles sont limitées dans le temps, puisqu'elles ne dépasseront pas l'année. En plus, il s'agit aussi d'une situation industrielle, puisque c'est une défense justement de l'outil industriel et de l'outil d'emploi, donc qui offre des emplois, et qui ne concerne qu'une partie, une infime partie, bien sûr, des échanges entre le Maroc et la Turquie. Donc il ne s'agit, puisque l'article 17 de cet accord de libre-échange auquel vous faites référence, il donne un certain nombre de conditions, en l'occurrence 4 conditions, dont la part justement de ce commerce ne doit pas dépasser 15%. Or, c'est évalué, je crois savoir donc, de sources officielles, que ça a été évalué à 6-7%, donc pas plus. Donc ce qui fait que c'est une mesure qui, à mon sens, devrait aussi être comprise de l'autre côté. Très bien. Alors, je me tourne vers Abdelhafid Fehmi. Donc, vous représentez les petits et moyens importateurs et exportateurs. Que signifie justement cette mesure pour vous? Bon, vous avez utilisé des mots, apparemment, ils représentent la réalité. Le mot bombe, c'est une bombe. La surprise, il est là, parce que ce n'est pas comme ça que les pays qui se respectent et les dirigeants qui se respectent annoncent ce genre de mesures. C'est dans une semaine, tout le monde est surpris, alors que nous avons des entreprises qui ont des engagements pendant une année, pendant 2 ans, et qui ont signé des contrats à long terme avec des opérateurs économiques en Turquie, maintenant en se basant sur des taux et des chiffres qui, peut-être avant cette décision. Maintenant, ils sont surpris alors que les bateaux ils sont en route vers le Maroc. Nous sommes en train de détruire
pas mal d'entreprises avec une telle décision. Et vous avez utilisé le mot qu'il fallait utiliser, c'est la surprise. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les relations à l'international avec des opérateurs et des États comme la Turquie. Maintenant, ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'il faut débattre le vrai problème. Le problème, c'est le problème du modèle économique du Maroc. Pas uniquement du textile et du fil du textile qui peut détruire un fil plus important, c'est le fil de la politique. On est en train de prendre des décisions d'une façon unilatérale. Je ne crois pas qu'il y avait un dialogue directement, une discussion avec la Turquie. La Turquie, maintenant, il attend l'application. Il va mesurer l'impact, il va agir. Ce n'est pas uniquement, comme vous dites, ce n'est pas uniquement une histoire du textile. On a commencé avec l'agroalimentaire, on a fait ça avec la biscuiterie. Et ça a passé. Et malgré ça, le biscuit turc, il a pénétré le marché. Et en étant 2 fois, 3 fois plus cher, et le consommateur marocain, il l'achète. On a fait ça aussi avec les pâtes, ce genre de... Et on n'a pas réussi à prouver notre compétitivité. C'est là où est le problème. Ce n'est pas en se cachant, ce n'est pas avec le protectionnisme que Madame a utilisé le mot, et c'est le cas. Que certains utilisent, je ne fais que reprendre. Voilà. En tout cas, sur beaucoup de réactions, il y a ce mot protectionnisme qui ressort, mais en tout cas, on protège un tissu industriel. Qu'est-ce qu'on protège? On protège l'économie légale, parce que ces gens, s'ils importent, ils importent légalement. Maintenant, on va pousser ces petits commerçants qui s'approvisionnent légalement aujourd'hui vers la contrebande. Et on a des tuyaux à droite et à gauche, il y a la contrebande géante et la petite contrebande des milliers de personnes qui prennent 2-3 valises chaque jour. Vous n'avez qu'à voler avec la rampe pour voir le nombre et l'effectif de petits commerçants qui ramènent de la marchandise turque. Ils n'ont qu'à donner des petits bakchiches, ils sont là. On a le courage de dire que le problème n'est pas le problème de la Turquie, parce que si vous jugez que, vous avez dit que, bon, quand même, le communiqué a parlé de 2 choses. 1, le prix bas, moyen. Je vous dis que les Chinois sont plus bas que même le produit marocain. Si c'était le prétexte, pour ne pas dire la cause. Deuxièmement, vous avez parlé d'abondance. Bah, excusez-moi, s'il y a une abondance, c'est le produit chinois qui est le plus abondant. Maintenant, soit on est en train de retourner 20 ans, 25 ans à l'arrière avant le GATT. C'est là où il fallait faire du travail pour que notre industrie soit plus compétitive et qu'il puisse avoir des débouchés, pas au marché national, parce que ce n'est pas aussi important, ou ce n'est pas la solution des textiles marocains, c'est à l'international qu'il faut agir. Abdelhafed Fehmi, je ferai réagir bien évidemment Mohamed Tazi sur cette question. Beaucoup de points ont été soulevés dans l'intervention de Abdelhafed Fehmi. Vous représentez les textiliens. Alors, est-ce que finalement, cette menace, si on peut l'appeler comme ça, de la concurrence des produits turcs, est-elle vraiment pesante sur vous? Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour M. Fehmi, mais donc, je ne parlerai pas de choses qui me dépassent. Moi, je suis là en tant que représentant d'un secteur industriel et je cantonnerai mon intervention dans ce cadre-là. Naturellement. Mais bien évidemment, la surprise, je suis très surpris d'entendre des propos comme ça. La surprise, il n'y a pas eu d'effet de surprise puisqu'on a depuis 2 ans qu'on travaille sur la problématique que vivent les industriels au niveau du marché local. Si vous permettez, laissez-moi parler. Et je vous ai écouté. D'où cette étude qui a été menée par l'ami Mohamed Tazi? Ça fait 2 ans que le secteur a signé un pacte industriel avec les pouvoirs publics où la composante du marché local était importante. Okay, donc, marché local, on connaît l'État. Je partage beaucoup de choses présentées par M. Fehmi par rapport à l'état du marché local, qui est complètement désarçonné, désarticulé, envahi de toutes parts par les importations déloyales. Donc ça, je crois que ce n'est un secret pour personne. Mais par contre, le secteur a pris des engagements forts. Il est porteur d'une vision, d'un projet pour le Maroc
avec des engagements en termes d'emploi, etc. On parle de 65 000 emplois d'ici à 2020, selon ce pacte, justement, dans le cadre du plan d'accélération PAI prévoit industrielle. la création de plus de 120 000 emplois à horizon 2020. Ah oui. Mais dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, la seule partie du PAI qui fonctionne, c'est la partie qui concerne l'export. Or, une industrie qui se respecte, qui veut asseoir sa pérennité, ne peut pas compter uniquement. Toutes les industries aujourd'hui, y compris chinoises, indiennes, turques, etc., reposent d'abord sur le potentiel de leur marché, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est un marché qui a des règles de fonctionnement qui sont totalement, en fait, l'effet de surprise. Encore une fois, nous ne considérons pas cette mise en place de la taxe. C'est une question de perspective aussi, Mohamed Tazzi. Ça peut être un aboutissement d'un long travail, et comme ça peut être la surprise pour d'autres qui ne s'attendaient pas à une telle mesure. Vous avez parlé de bravoure et de courage de la part du ministère. Nous ne percevons pas comme une victoire, parce que c'est juste un signal que les pouvoirs publics ont réellement compris l'importance que revêt le marché local pour l'industrie textile, et ils ont décidé d'agir. Une année, c'est éphémère, ça passe très vite. Je comprends un peu le désarroi que peuvent vivre certains importateurs qui ont pris des contrats à plus ou moyen terme, mais il faut comprendre que dans l'industrie, et ça ce n'est pas une surprise, on a démontré de manière factuelle, de manière que l'industrie a perdu entre 2010 et 2015 20 000 emplois par an. Alors si 100 000 emplois. 20 000 emplois par an, sur 5 ans. 100 000 emplois sur 5 ans. 100 000 emplois. Alors, bien évidemment, il y a une partie qui revient aux importations turques, clairement. Quelle est cette partie, et l'étude... Quelle est cette partie? Écoutez, je vais vous parce donner... qu'on parle de 20 000, est-ce que c'est que la Turquie qui fait que le secteur perd autant d'emplois? La part des importations... Alors, encore une fois, ça ne concerne qu'une partie des produits textiles, pas la totalité. Et sur les produits concernés, donc en 2014, la part des importations turques dans les importations globales pour ces produits était de 16%. En 2016, cette part est arrivée à 40%. 40%. Donc il y a eu une progression, comme l'a dit le professeur Azera, de pratiquement 3 fois en termes de volume. Alors deuxièmement, ces importations se font à prix cassé. À prix cassé. C'est des prix... alors nous avons fait une analyse du prix moyen des importations légales. On n'a pas les éléments pour chiffrer les importations illégales dont parle Sifahmi, mais nous avons vu qu'en moyenne, le prix moyen importé pour ces produits turcs est inférieur entre 25 et 30% par rapport à la moyenne des importations des autres pays. Ça, c'est des éléments officiels qui existent, incontestables. Donc, voilà. Donc il y a l'étude qui a été présentée a montré la relation cause-effet entre l'explosion des importations turques et le ravage, le dommage causé à l'industrie. Donc voilà, quand on est dans un pays souverain, lorsqu'on présente des arguments, lorsqu'on est porteur d'un projet, donc les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités, ont mis en place dans ce que leur confère la loi. Ce n'est pas contrairement à ce que je semble comprendre, que c'est quelque chose d'illégal. La loi leur confère la possibilité de mettre en place ce dispositif. Professeur Azera. Je voudrais dire que moi je suis là neutre et en scientifique pour analyser effectivement. J'ai eu connaissance des chiffres et je suis un arbitre neutre entre ce qui est industriel et ce qui est importateur. Et en tant que consommateur, je serais ravi effectivement d'avoir, naturellement, et c'est l'objectif des accords de libre-échange, c'est véritablement de gagner autant sur l'export, mais aussi sur l'import, c'est-à-dire l'achat en quantité, qualité, prix, meilleur. Donc, ce n'est pas le cas dans ce que nous sommes en train de discuter. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une infime partie
du commerce entre le Maroc et la Turquie. Donc il s'agit de 7%. Donc ce qui fait que le reste n'a pas été touché. Donc là, il y a aussi des industriels responsables qui ont commandité une étude qui, je crois savoir, a été faite par un cabinet, bien entendu, renommé, et qui a établi, parce qu'ils ne peuvent pas courir le risque d'aller justement vers une catastrophe. Donc il faut véritablement, il y a quelques conditions qui sont connues au sein de l'OMC, donc pour prouver véritablement le préjudice, et en particulier de prouver qu'il y a une relation directe entre justement ce flux d'importation et le dommage causé aux entreprises. Ce qui est le cas, je crois savoir. Donc là, les pouvoirs publics aussi, quand ils prennent une décision de cette ampleur, ce sont des pouvoirs publics. Ils ne sont pas des arbitres donc, en faveur des importateurs ou en leur défaveur au détriment d'une autre frange de la population, au contraire. Donc, c'est des pouvoirs publics qui agissent compte tenu de la valeur ajoutée nationale. Et en le cas, ils ont effectivement vu les chiffres, vu la réalité et l'étude, et ils se sont dit effectivement que pour cette portion d'importation, il faut agir pour justement sauvegarder les entreprises qui sont directement touchées par ces... Maintenant, quand on parle de contrebande, c'est nous allons y revenir à ce point. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est des choses, c'est des pratiques illégales. Et nous savons que la douane fait ce qu'elle devrait faire. De plus en plus, en matière, effectivement, aussi bien de contrebande directe par toutes les portes par lesquelles, en particulier le Sud, et également la sous-facturation. Donc, ce sont des choses qui sont combattues. Alors, maintenant, donc, quand l'État prend cette responsabilité, il le prend en responsabilité. Je voudrais dire aussi que c'est un cas très intéressant pour le Maroc, parce que véritablement, il permet de montrer le professionnalisme justement, aussi bien des professionnels marocains que de l'administration. Ce ne sont pas des choses faciles. C'est un travail d'experts sur lequel il faut se défendre, sachant que, l'objectif n'est pas de rentrer dans une guerre avec un pays ami et partenaire, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, il ne faut pas faire de ce cas d'école aussi une guerre maroco-marocaine. Ce n'est pas une guerre entre importateurs et producteurs, au contraire. Donc il faudrait que l'on négocie calmement pour qu'on comprenne l'état des choses, pour qu'on les traite. Maintenant, quand on a pris effectivement des engagements à moyen et long terme, il y a aussi des possibilités pour corriger. Donc il y a des négociations commerciales, il y a des assurances, il y a des moyens pour justement permettre de... et il y a aussi des négociations à faire avec l'État éventuellement pour amoindrir, s'il y a lieu, un dommage que subissent aussi une frange des entreprises qui seraient importatrices justement de ces produits. Très bien. Messieurs, je vous ferai réagir juste après cette courte pause de publicité et nous reviendrons au débat. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui aux mesures de défense commerciale qui viennent d'être appliquées par le Maroc, notamment en ce qui concerne les produits de textile en provenance de Turquie. Alors, Abdelhafed Fehmi, quand on parle de ces mesures, vous avez évoqué beaucoup d'impacts, notamment sur les importateurs. Il y a aussi cette différence entre les enseignes, en tout cas les franchisés, et aussi les importateurs qui, par la suite, liquident leur stock différemment que sur des enseignes. Juste pour vous informer, d'ailleurs tout le monde le sait maintenant, ce sont deux grandes franchises turques qui ont pénétré le marché. Ils ont bousculé tout le marché national, deux franchises turques. Qu'est-ce que ça montre? Que nous sommes fragiles, alors que le potentiel normalement et la planification de la Turquie, c'est ils veulent arriver jusqu'à 100 franchises turques en Afrique via le Maroc. Parce que tout simplement pour la Turquie, le marché marocain, ce n'est pas un marché final. C'est une porte, vers l'Afrique, pour essayer de s'installer premièrement au Maroc, pour pénétrer. Et l'idéal, c'est de pénétrer avec le Maroc,
win-win, vers l'Afrique. Ce sont 2 franchises, alors que maintenant, tout le monde est bloqué. Ça montre que le problème n'est pas un problème de taux ou d'imposition, c'est un problème de l'industrie marocaine. On n'a pas pu définir l'identité réelle de l'industrie marocaine. On n'a pas pu choisir entre l'industrie complémentaire et l'industrie complète. On croit qu'on ferait de l'industrie complète alors que ce n'est pas le cas, parce que pour faire l'industrie complète et pour réussir, il faut maîtriser les composantes du prix de revient. Premièrement, la matière première, alors que pour la matière première, nous sommes des importateurs. La technologie, le savoir, les études, les recherches, la logistique, la législation. Mais en termes de valeur ajoutée, Abdelhafid Fahmy, qu'apportent justement ces enseignes au Maroc? Et est-ce qu'on a, un gage, en tout cas, de la bonne volonté turque pour justement cette expansion vers l'Afrique? C'est ce qu'il fallait, c'est le vrai débat, normalement, qu'il faut évoquer. Et s'il y a un signal, notre ami Tazi a parlé dans le but de l'étude, c'est de passer un signal, je ne sais pas vers qui, parce que tout simplement, je ne sais pas ce qu'il y a un débat avec la Turquie avant de décider ce qu'on a décidé aujourd'hui. Normalement, quand on parle d'un accord, c'est 2 parties. Ce n'est pas maroco-marocain, c'est marocain, c'est entre le Maroc et la Turquie. Il fallait avoir un débat avec la Turquie pour préparer ce genre de décision. Deuxièmement, un débat en faisant intervenant tout le circuit, parce que ce n'est pas uniquement les industries qui sont impliquées. Il y a tout un réseau de post-production. Après la production, après l'importation, il y a des milliers de gens qui en vivent. Maintenant, on n'a pas pris compte, d'ailleurs, moi j'ai reçu une lettre de 3 ou 4 pages des commerçants de Darb Omar et d'ailleurs ils ont envoyé même une lettre au chef de gouvernement et au roi dans ce sujet, parce qu'il y a l'absence de débat. Vous avez parlé d'une étude, j'ai dit que c'est secrète parce que ce n'était pas un débat normalement public, alors qu'il fallait prendre le temps qu'il faut pour discuter et pour avoir l'avis de tout le monde. Le marché dont vous parlez pour la Turquie, le Maroc, ce n'est pas un grand marché. 240 millions de personnes, mais les 2 tiers, ils représentent ce qu'on appelle l'économie de survie. Alors que la vraie économie de vivre, c'est une minorité qui nous dépasse. Donc, si on est optimiste, de 10 millions, c'est 50% des habitants d'Istanbul. La Turquie, s'il est au Maroc, c'est pour qu'il s'investisse avec un partenaire, avec un allié qu'il représente stratégique vers l'Afrique. C'est ça le débat qu'il fallait prendre. Il ne faut pas créer des petites guerres. Vous avez parlé d'une action provisoire. Bon, jamais le provisoire n'a créé des solutions stratégiques. C'est 12 mois et c'est fini. On va créer un débat, un faux débat, alors que le vrai débat, c'est la mise à niveau de l'industrie marocaine. Et pour les postes d'emploi dont vous parlez, personnellement, ça fait quand même 20 ans que j'ai entendu des plans à droite et à gauche de 200, 300 000. La réalité, elle est là. 2 franchises turques, ils ont pu interrompre cette réactivité, ce dynamisme de l'industrie marocaine. Donc vous êtes d'accord, ça a mis quand même un frein à Abdelhafid Fahmy. Je parle d'un nouveau concept de business avec la Turquie, win-win, comme Alia, et pour aller ensemble vers l'Afrique, vers le marché à l'international. Parce que le marché local, c'est petit pour les industries, même pour l'industrie locale. Quand on parle d'industrie, vous n'avez qu'à aller à Casablanca, il n'y a qu'une industrie de sous-sol, avec des femmes qui travaillent 12 heures sans CNSS, sans protection. C'est ça l'industrie marocaine, avec les limitations à 100% des marques à l'international. Est-ce que ces t-shirts sont l'industrie? Je fais réagir quand même. Je vais pas céder à la provocation. En parlant du formel. Alors, je ne vais pas céder à la provocation. Juste un clin d'œil. La discussion sur ce plateau, il n'y a pas de 90% de la distribution sur le marché marocain textile est informelle. Lorsqu'on parle on n'a pas de leçons à recevoir de gens qui ne déclarent pas leur chiffre d'affaires, qui ne payent pas leurs impôts, qui ne payent pas pour leurs employés dans les magasins. Quand on a 90% de la distribution textile Maroc qui est informelle, on ne peut pas se positionner, donner des leçons. Alors, moi, je suis un Marocain. Je représente une activité et je suis un patriote avant tout. Okay. Donc je ne parlerai pas des intérêts turcs au Maroc, je parlerai des intérêts du Maroc et je me cantonnerai dans ça.
En parlant justement du Maroc, Alors, de l'industrie marocaine, juste sur ce point qu'a évoqué Hafid Fehmi, la concurrence, la compétitivité du produit marocain face aux produits turcs. Parce qu'in fine, il s'agit de cela aussi. Exact. Donc, où en sommes-nous de cette compétitivité? Vous savez, pour vous répondre, vous savez que le Maroc, heureusement, a une bonne activité qui travaille à l'export et qui se développe. Nous sommes en train de servir les marques les plus exigeantes à l'international. C'est vrai. Alors, ne nous parlez pas de compétitivité ni de qualité. Le problème est un problème de fond sur le marché local. Oui. Sur le marché local. Je ne parle pas d'export, je Voilà. parle pour le marché local, pour le consommateur les entreprises marocaines, qui se dirige finalement vers ces industrielles enseignes. sont capables de servir n'importe quelle enseigne dans le monde, sauf au Maroc. Parce que le marché marocain leur est inaccessible par les pratiques déloyales qui sévissent. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est mieux contrôlé. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un projet qui est public pour le secteur, qui a été largement débattu dans toutes les instances nationales. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, face à la déferlante des fermetures, des pertes d'emplois qui sont là et qui sont prouvées par des chiffres officiels. L'étude des ACP a montré a confirmé nos allégations. Ce que nous disons, c'est que nous pouvons transformer cette situation d'hémorragie en position où on peut énormément créer d'emplois dont le Marocain a énormément besoin aujourd'hui, surtout dans les temps actuels. Est-ce qu'il y a un plan d'action pour cela? Absolument, c'est ce que nous avons présenté. Très bien. Et ce que nous disons, c'est que d'abord, l'industrie textile est impactée plus que toute autre activité sur son marché local par le problème des importations déloyales, y compris la contrebande. Donc, deuxième élément, c'est que on dit on peut transformer, moyennant quelques actions correctives qui sont identifiées, une ordonnance, l'industrie textile peut apporter énormément de solutions aux problématiques de l'emploi que vit le Maroc. L'industrie textile est pour le monde, pour la ville, ce qu'est l'agriculture pour le monde rural. Et si vous me donnez 2 minutes, je pourrais développer ça. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin au Maroc de quelque chose comme 250 000 emplois nouveaux qui viennent par l'effet démographique, mais également par l'effet d'exode du monde rural vers la ville. Donc on a besoin de créer 250 000 emplois par an. Malheureusement, on n'en crée pas autant. On est loin du compte. Surtout dans les régions reculées. L'industrie textile, moyennant la possibilité qu'on peut lui donner pour se développer sur son marché, qui a un réel potentiel. Je reviendrai par rapport pour vous donner quelques chiffres de l'étude qui me paraissent intéressants on peut, en plus des engagements que nous avons pris dans le cadre du PAI, les plus 100 000 emplois additionnels. 120 000 emplois additionnels d'ici 2020, dans 2 ans. 2025. 2025. Et mieux, parce que l'industrie textile, vous savez, ces jeunes qui viennent, l'essentiel sont des gens qui n'ont pas suivi les cours dans les écoles. L'éducation. C'est des femmes, etc. L'industrie textile présente cette particularité qui n'existe nulle part ailleurs de pouvoir donner de l'emploi à ces personnes. Et notamment dans les régions où l'industrie n'arrive pas à s'implanter et à devenir véritablement un pôle attractif pour ces jeunes. Donc voilà un peu le projet que nous présentons pour le Maroc. Mais est-ce que, quand on parle d'industrie textile, et vu qu'on parle de Maroc et Turquie, le secteur est largement subventionné, d'où justement le fait que les produits qui sont destinés à l'export et qui sont écoulés sur le marché marocain sont largement compétitifs parce que c'est subventionné du début à la fin. Qu'en est-il pour le secteur au Maroc, Mohamed Tazi? Alors, moi, je suis très mal placé parce que nous n'avons pas... Ils sont tellement vicieux qu'ils n'arrivent pas à laisser de preuves
par rapport aux subventions qu'ils donnent. Aux mais preuves tout le monde sait. anticoncurrentielles, ce qu'on appelle aujourd'hui. Mais nous avons, tout porte à croire qu'une industrie, pour qu'elle puisse livrer des produits à des prix cassés, tel qu'elle le fait, inférieurs entre 25 à 30%, encore une fois, par rapport aux produits chinois, etc. Donc, il n'y a pas d'autre explication que la subvention. Okay. Maintenant, on n'a pas véritablement les preuves pour... Sur le droit international, est-ce que des produits subventionnés comme cela, professeur Azelal, est-ce que s'ils sont effectivement subventionnés à un degré assez important, est-ce que ça fait de cela une pratique anticoncurrentielle dans le droit international du commerce? Il faut préciser cela. Exact, oui. Les règles de l'OMC sont claires. Aussi bien le subventionnement que les autres pratiques déloyales sont bien sûr condamnables. Et il y a donc pratiquement ce que le Maroc a mis dans ses lois, aussi bien la nouvelle loi du commerce extérieur que la loi concernant les mesures de défense commerciale, sont pratiquement calqués sur les pratiques de l'OMC. Donc on a mis à niveau notre législation commerciale puisque nous avons des engagements vis-à-vis de l'OMC. Oui. Alors maintenant, quel est le problème? Le problème, Sifahmi a raison. Il y a une différence de taille entre le secteur textile industriel turc et son homologue marocain. Donc c'est déjà un point de départ qui est différent. Sachant que, effectivement, le secteur textile turc est intégré, plus intégré que ce que ne l'est le Maroc. Mais pour le Maroc, la situation est différente de produit à produit, de branche à branche. Deuxième chose, les pratiques également promotionnelles et commerciales sont différentes au Maroc comparées à leurs homologues turcs. Et là, il y a effectivement des moyens, et les experts le savent cette fois-ci, de prouver effectivement qu'il y a des pratiques de subventionnement. Quand elles ne sont pas affichées, on peut les prouver pratiquement, et on peut le prouver par exemple dans le réseau de distribution qui s'implante au Maroc. Il suffit de comparer tout simplement le business d'une chaîne locale avec un projet comme ceux qui sont en train de s'implanter au Maroc pour justement se rendre compte qu'il y a une différence et qu'il y a des pratiques certainement de subventionnement qui sont à la base et qui font la compétitivité de ces... Alors, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est que véritablement, s'il y a un peu de vrai justement dans le fait qu'il faut, et ça j'insiste, qu'il faut effectivement écouter aussi les importateurs, donc pour pouvoir effectivement les amener à comprendre que dans un marché local, il faut que les produits soient présentés dans les mêmes conditions de concurrence. Il faut qu'eux-mêmes ils le comprennent. Et d'ailleurs, ils seraient prêts à le faire, parce que pourquoi ils ne feraient pas? Si, comme ils le disent, il y a une qualité meilleure, ou il y a une prédisposition du Marocain à acheter étranger, comme on le dit, alors là, jouons le jeu de la concurrence loyale. C'est-à-dire que là, c'est une période de réflexion qui va amener tout le monde à étaler les cartes pour qu'on puisse véritablement présenter sur le marché marocain des produits à qualité et à prix convenable. Et que le meilleur gagne, bien sûr, sur le marché. Alors, je dirais, il faut aller maintenant, parce que l'État marocain est en train de se faire. Donc, nous sommes dans une situation où il faut industrialiser le pays. Il faut véritablement qu'on puisse laisser la chance à ces écosystèmes qui sont en train de naître et de se développer, qu'ils le fassent convenablement. Et pour nous reviendrons aux écosystèmes, parce qu'il faut qu'on explique aussi de quoi sont-ils faits, ces écosystèmes en textile. Brièvement, je ferai juste réagir Abdelhafed Fehmi sur cette question des importateurs qui devraient être impliqués. Malheureusement, le ministère de tutelle n'est pas présent sur ce plateau pour avoir sa réaction. Mais effectivement, ces importateurs, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, on a un meilleur contrôle des importations des produits, que ce soit de provenance de Turquie ou d'autres, aujourd'hui? Bon, il y a deux chemins. Il y a le chemin légal. Bon, nous ne parlons pas naturellement de contrebande. Voilà. Et je vous dis, même les petits importateurs, de petits montants, ils passent à la caisse, ils payent par kilo.
entre 40 et 45 dirhams si le produit est importé via la mer. Sinon, entre 60 et 65 dirhams le kilo s'il est par avion. Une bonne partie de cette redevance, il est versé à l'État. Ça veut dire, et ce sont des entreprises, ce sont des petits commerces qui payent et la douane et les impôts. Hein. Et s'il y a un problème, notre cher ami Tazi, il parle de 90% d'une concurrence déloyale des secteurs qui n'est pas organisé. Bon, quand même, ce sont des Marocains, ce ne sont ni pas des Suédois ni des extraterrestres. S'il y a une solution, c'est au gouvernement à assumer la responsabilité pour remédier à ça. Ce sont aussi des Marocains qui en vivent. Ce sont des femmes, des jeunes, ce sont des foyers ouverts avec ça. S'il y a un problème, c'est au niveau, je le redis, entièrement. Voilà, c'est la responsabilité de l'État, de l'engagement, le modèle économique. On ne peut pas négliger ces 90% parce qu'ils ne payent pas leur patente. Ce sont des Marocains qui vivent avec ça. C'est à nous de trouver des solutions. Peut-être, je vous donnerai un exemple, une bonne partie de cette augmentation de taxes de douane, pourquoi pas, il va remédier le problème, une compensation pour qu'ils puissent payer la CNSS de ces dames qui travaillent pendant toute une nuit au sous-sol. Ce genre de proposition innovatrice avec un débat. Avec l'autre côté, il ne faut pas négliger la Turquie dans ce genre de négociations. C'est ce qu'a fait la Tunisie quand ils avaient un tel problème. Ils ont parlé, c'était qu'un sujet de débat global sur la balance. Parce que la Turquie n'est pas là pour discuter produit par produit avec une liste longue. Ils vont parler balance. Si c'est ça le problème, ils ont trouvé une solution qu'ils ont demandé aux Tunisiens, qu'est-ce que vous avez à nous vendre? Ils sont engagés à un engagement financier d'acheter une bonne partie de leur production d'olives, pas de textiles, parce qu'ils parlent équilibre de la balance économique. Ce genre de débat qu'on veut. Il ne faut pas... permettez-moi, je vais vous rappeler un petit texte qu'on lisait quand on est des enfants. Sirwal ou Ali. Permettez-moi, c'est ça ce qu'on fait. Maintenant, c'était un accord qu'on essaie de décortiquer, de couper, un peu de biscuit, un peu de pâte, un peu de textile. Ce pantalon est devenu, je ne sais pas... Un short, voilà, puisqu'on parle textile. Pour rester dans le jargon textilien. S'il vous plaît, j'aimerais bien... notre ami, il a parlé, on n'a pas de preuve de dumping. C'est grave parce que si la Turquie propose ce dossier à l'OMC, c'est grave parce qu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça sans prouver. Si, dans le cadre de l'article 17, on peut. Et il faut prouver comme quoi... On n'est pas dans les mesures de sauvegarde, on est dans le cadre de mesures, dans le cadre de l'AEE. Il faut toujours attendre parce qu'il n'y avait pas de débat clair avec la Turquie. C'est ce qu'il fallait faire avant. C'est très important parce que c'est une maintenant, la décision est prise, donc il faut peut-être faire avec. Juste. Maintenant, le Maroc, il a une grande intention d'être un leadership dans l'Afrique. Nous sommes en train d'essayer de négocier, de convaincre la CEDEAO d'être des partenaires. Et les syndicats dans la CEDEAO, maintenant, ils sont en train d'essayer de bloquer cette introduction parce que tout simplement, c'est une sorte de protectionnisme qu'ils essayent aussi de mettre en contre le Maroc. Nous, si on veut donner l'image comme quoi nous sommes nous sommes ouverts pour le marché ouvert. Voilà, il faut donner l'exemple. Il ne faut pas créer des obstacles. Créer l'exemple et être le dindon de la farce. Pardon ? On doit donner l'exemple même si on est le dindon de la farce. Non. Je suis désolé. On met des obstacles devant les importateurs. L'ego. Et on veut que les autres, la CEDEAO, nous ouvrent les portes. C'est incomparable, c'est incomparable. Ceci dit, ça va être des accords qui vont être négociés. L'accord de libre-échange avec la Turquie a été négocié avec les termes qu'il inclut, et puis ça s'est fait. Et ceci dit, on est en train de le détruire de façon unilatérale. Parmi les termes qui ont été négociés, si on s'arrête à l'accord de libre-échange, il y a cet article 17 et 22, nous n'allons pas y revenir, nous en avons parlé en début d'émission, qui prévoit justement de revoir, de réviser ces mesures révisionnelles provisoires, encore une fois. Professeur Azirar, il me semble que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit. Juste pour dire que ce sont des arguments en faveur du Maroc. Parce que vous avez, la différence de taille des secteurs industriels. Vous avez 2, le marché marocain exigu comparé justement au marché turc. Vous avez 3,
la balance commerciale textile est globale, très déficitaire en faveur du Maroc. En faveur de la Turquie. Non, en faveur de la Turquie, Oui. donc en défaveur En du défaveur Maroc. du Maroc, oui. Donc ce qui fait que ce sont des arguments qui font effectivement qu'on a besoin de revenir sur la table pour négocier. Est-ce que c'est... Voilà. avec Alors, les- parlons droit je commercial. voudrais- Juste je une voudrais- question terminer. au président. Est-ce qu'on peut renégocier un accord de libre-échange? Juste pour terminer. Oui ou non? Oui, on peut. C'est renégociable. Mais bien sûr qu'on peut négocier. Très bien. Tout est négociable parce que c'est un contrat qu'on passe avec un pays. Donc il faut, et c'est ça, c'est la tendance à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que nous pouvons revenir aujourd'hui et il faut revenir pour aller discuter sur de nouvelles bases, en s'expliquant face à face sur les contraintes et des uns et des autres pour qu'on puisse véritablement être gagnant-gagnant. Parce que l'objectif du commerce international, et pour qu'il soit continu, c'est qu'il faut que tout le monde trouve son compte. Vous ne pouvez pas faire le commerce international alors que l'un gagne toujours, comme c'est le cas ici, et l'autre perd. Ce n'est pas le seul cas. Alors, Il y a le cas, beaucoup d'accords parce que- de libre-échange dont le Maroc ne profite que voudrais- peu, si ce n'est pas du tout. Oui, mais on est en train, je ferai on est en réagir train de Moutazzi se juste après. construire. C'est-à-dire que quand on a ce programme d'accélération industrielle, il faut le soutenir justement par ça. Il a raison, ces familles. Les entreprises doivent se restructurer. Ça, c'est clair. Il y a ce qui est du devoir des entreprises. Elles doivent investir, réinvestir dans l'outil de production pour qu'ils puissent véritablement être à la hauteur de soutenir la compétition, y compris sur le marché local. Mais il faut aussi que l'environnement sectoriel et l'environnement global puissent être sains, c'est-à-dire que la contrebande, que les mesures justement déloyales puissent être. Et parmi les mesures déloyales, il y a aussi ces possibilités qui peuvent exister d'État à État à travers justement les importations. Les subventions. Quand les importations sont subventionnées de l'autre côté, ou quand il y a une sous-facturation, ou quand il y a d'autres aspects comme ce qui fausse la concurrence loyale, il y a naturellement nécessité de se défendre. Mohamed Tazi, un dernier mot s'il vous plaît, parce qu'il nous reste très très peu Donc, de temps. encore une fois, on n'est pas dans le cadre de mesures de sauvegarde, d'anti-dumping, etc. On est dans le cadre de l'ALE et l'article 17 qui prévoit clairement, moyennant certaines conditions, de mettre en place ces éléments. Moi, je voudrais juste abonder par rapport à les seules velléités marocaines d'exporter en Turquie ont essuyé des barrières non tarifaires terribles. C'est la raison pour laquelle... Alors, on parle de règles du jeu, etc. Il faudrait d'abord que l'autre partie applique... L'exemple qui est souvent cité, c'est les foulards. Il y a 4-5 ans, ils sont restés 2 mois dans le port jusqu'à ce qu'ils soient refoulés. Ou lorsqu'on a été pour faire... Malgré l'ALE. Malgré l'ALE. Alors, il faudrait arrêter qu'on soit traité comme l'idiot du village. Très bien. Donc, alors, je vous ai promis quelques données par rapport à l'étude. Nous sommes pour terminer en présence d'un marché de pratiquement 40 milliards de dirhams, où l'industrie avait en 2010 une part de 15 milliards. En 2016, elle termine avec une part de moins de 9 milliards. Aucun business model face à des pratiques de concurrence déloyale, qui soit formelle ou informelle, ne peut compétir avec ce qui existe. Merci beaucoup, messieurs. Je sais que peut-être un dernier mot, mais vraiment un mot. Un mot, une seule phrase. La pénétration du textile turc, il est récente en matière d'histoire. On parle de 10 ans, de 15 ans, alors que la problématique de l'industrie marocaine, il date de plus de ça. S'il y a un problème, c'est à notre niveau. Merci. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission de l'économie et de la finance sur Médien TV, Médien TV Afrique. Excellente suite des programmes sur notre antenne.